Et si l'argent faisait réellement le bonheur? Bienvenue à tous dans le podcast Riche et Heureux, l'endroit où la richesse et le bonheur se rencontrent pour créer la vie que l'on mérite. Je m'appelle Aurélie et c'est là mon objectif, atteindre la liberté financière et vivre ma best life. Mais pas toute seule, j'aimerais vous emmener avec moi, car être riche mais seule, c'est pas terrible. C'est pour ça que je vous invite à me rejoindre chaque lundi à 6 heures autour d'un épisode en solo ou en compagnie d'invités qui nous partagent leur parcours, leur expérience et leurs connaissances pour booster notre mindset sur l'argent et nous aider à construire notre propre liberté financière. Retrouvez-moi également sur Instagram sur le compte Riche et Heureux pour suivre les aventures du podcast ou sur mon compte Green Ice Universe pour avoir les backstage de mes aventures personnelles et professionnelles. Je vous souhaite à tous une enrichissante écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Bassem. Bonjour Bassem. Bonjour. Merci, merci d'être là. C'est toi d'ailleurs qui a initié ce petit échange, ce petit rendez-vous. Donc, merci à toi. Tu fais Merci partie des, beaucoup. tu fais partie des premiers, en fait. C'est pour ça. Ça me... Ok. Bah, écoute, merci de m'accueillir dans ton podcast. C'est vraiment un plaisir et un honneur d'être là et de partager du contenu avec le public. Super. Et du coup, je vais te demander de te présenter. Et là, je vais bien écouter parce que on ne se connaît pas du tout. Oui, alors moi je suis professeur en école de commerce Mhm. où j'enseigne l'entrepreneuriat principalement. C'est ma matière, on va dire, c'est le noyau dur de ce que j'enseigne, l'entrepreneuriat. Après, autour de ça, il y a plein de matières un peu connexes, tu sais, business plan, business model, stratégie commerciale, marketing. On va dire que le tronc commun principal, c'est l'entrepreneuriat et le business. À côté de ça, j'ai créé plusieurs entreprises, dont une maison d'édition qui s'appelle Frégate Édition, qui est spécialisée dans l'édition d'ouvrages de finances personnelles. Donc, on choisit des ouvrages qui n'ont jamais été traduits au préalable en français et qui nous paraissent importants et incontournables, Mhm. et on le met à la disposition du public. Et donc, on fait ça depuis maintenant 2019-2020, Ok, avant la crise sanitaire. Et le premier ouvrage qu'on a édité, traduit, c'est moi qui l'ai traduit en personne, c'est Millionnaire Next Door. d'accord. Et donc, depuis, bah, on a sorti toute une collection, mais c'est vraiment une maison d'édition qui est vraiment spécialisée spécifiquement sur ce créneau-là. Donc, on choisit Ok, un livre qui, nous, on a envie de le lire. Parce qu'on se ouais. met dans la peau des lecteurs, lectrices, et on se Mm, dit, ah, ça serait bien que celui-là, on puisse le lire en français. Tout le monde n'est pas anglophone, tout le monde n'est pas à tout à l'aise fait. avec la Mm, langue de Shakespeare. Et donc, voilà, c'est ce ouais. qu'on fait Et puis principalement. effectivement, il doit y avoir plein de pépites, de trésors Oh, aux États-Unis parce qu'ils ont vraiment pas la même mentalité sur ce côté-là, sur l'entrepreneuriat, le mindset, tout ça. Et effectivement, il y a des trésors que pour les personnes qui, comme moi, effectivement, ne sont pas familiarisées avec la langue de Shakespeare, ah oui, oui, oui. Ah, c'est franchement, même toute une vie ne suffira pas pour traduire tous les livres que je vois passer, parce que j'en vois passer beaucoup. Je fais une sorte de veille d'information pour voir ce qui sort là-bas. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis, juste, c'est un pays qui fait environ plus de 400 millions d'habitants. Mm. Et j'en discutais avec un éditeur américain. Il me disait, quand nous, on fait 500 000 ventes aux États-Unis, c'est un bide, hein. Alors, Ouais, alors qu'en ouais. France, Mm. Tout est alors relatif, voilà. tout est relatif, donc on n'est pas sur les mêmes dimensions en fait. C'est juste Mm. gigantesque. Et ils ont aussi pas mal d'avance en termes de Ouais. business. Enfin, c'est toute une culture, quoi. C'est la Mm. culture, mais c'est vraiment ils ont de l'avance sur la question de l'argent, des finances personnelles. On a un retard, on a un gap. Ouais. On a un gap à combler. Et moi, je trouve c'est dommage de se priver de tant de ressources. Euh, donc voilà, on essaye de combler ce manque. Ok. Et donc voilà, vraiment spécialisé en traduction de livres et pas, vous prenez pas des auteurs Non, pas pour le voilà. moment. On n'a pas encore atteint cette maturité-là. On préfère prendre un produit qui est déjà Hmm, fini et qui a déjà eu un succès là-bas. Par exemple, bien sûr. Millionnaire Next Door, c'est un best-seller du New Hmm, York Times. Et ça nous fait gagner du temps, en fait. On gagne tout de suite bien du sûr. temps. On reprend la couverture, on l'adapte pour le public francophone. Et voilà, après, le livre, il est dispo et les gens peuvent le lire comme si, comme Ouais, ouais. dans sa version originale, parce que on essaie de garder vraiment le texte dans son jus. Oui. Ouais, ouais, de pas dénaturer. Non, Non. super, super bonne idée. Bon, Merci beaucoup. très bon concept.
Merci, merci. Mais ça partait d'un besoin personnel, en fait, hein. À la base, Mm. c'est vraiment une envie Ben, personnelle. Et, euh, mm, et malheureusement, cette culture, en fait, il fallait une personne qui a à la fois un petit peu la culture américaine et en même temps cet amour pour les finances personnelles. mm, Et il fallait les deux, c'est un cocktail, il fallait mélanger les deux. Et bon, après, il fallait que l'opportunité aussi se présente. Et bon, des mm. fois dans la vie, il faut savoir provoquer sa chance aussi, hein. C'est ça. Et puis, enfin, comme tu le disais, c'était personnel, mais tout, au final, les business qui commencent, c'est ça, ça vient d'un besoin ou d'une Hmm. problématique qu'on rencontre et qu'on essaye de résoudre, et Oui, qu'on se rend compte que d'autres personnes sont dans le même cas, et c'est là qu'on peut partager ah autour de oui. soi. Ah oui, oui. De toute façon, moi, je suis mon premier lecteur, hein. C'est-à-dire Mm, que j'édite les livres que je voudrais avoir dans ma bibliothèque. Avant tout, bien c'est sûr. vraiment, là, je suis sûr de ne pas me tromper, hein. Donc, voilà. Et comme je suis un fervent lecteur de livres de finances personnelles, j'avais commencé avec Robert Kiyosaki, Mm, qui est super connu, avec Père riche, Père pauvre, que tu connais certainement, oui, bah oui. ou L'homme le plus riche de Babylone, qui est un livre Mm, maintenant qui est sorti depuis longtemps. Et voilà, donc après, une fois qu'on rentre dans cet univers-là, on se dit, waouh, il y a tellement de choses à découvrir sur ce thème qu'est l'argent, les finances personnelles, l'éducation financière, l'indépendance financière. mm, C'est tellement riche. Waouh, c'est un ouais. univers. Et on n'aura pas assez de temps sur ce podcast pour parler de tout. Il va Bon, on va falloir faire essayer, un choix. on va essayer d'en donner le maximum de toutes les Bah, manières. bien sûr. On va essayer d'être généreux. Ok, donc autre chose sur toi? Bah, j'écris actuellement mon premier livre parce que Ok. j'avais toute la maison d'édition qui était prête. Donc j'avais si tu veux, toute la rampe de lancement était là. Hmm, C'est-à-dire qu'on avait, on a une personne qui gère la mise en page, un graphiste, un traducteur. Donc bon là, il y avait des contrats avec Amazon, avec la Fnac, avec les libraires. Donc là, c'est vraiment, il faut juste le texte et puis ça part, quoi. Donc il y avait toute la structure qui était mise en place. hmm, Et donc là, je suis en train de l'écrire actuellement. Il devrait sortir prochainement. Et donc voilà, je suis devenu aussi auteur. Et avant ça, j'étais journaliste au magazine Entreprendre. Donc j'écris ok. une série de portraits sur des entrepreneurs qui me paraissaient très inspirants. Hmm, oui, donc déjà l'écriture aussi, Oui, tu oui. maîtrises un peu. Bah, quand on lit beaucoup, au bout d'un moment, Ouais. l'écriture devient un peu plus simple, parce qu'on est tellement en contact des lettres que, bon. Hmm, Et puis après, c'est une passion aussi d'écrire. ok. Il y a une question que j'aime bien poser en tout début d'épisode, c'est quelles ont été tes toutes premières sources de revenus? Donc l'officielle, ta première fiche de paie, et l'officieuse, celle que tu as fait une tâche contre rémunération et que tu n'as absolument pas déclarée à l'époque. Ah oui, oui, oui. Bon, maintenant, il y a prescription, Bien sûr. hein. Euh, alors, en fait, c'était à l'occasion d'une sorte de gros anniversaire. Je commence d'abord par l'officieuse, dans l'ordre Allez, chronologique. Et donc, j'avais reçu pas mal d'argent à l'époque. ouais. Enfin, pour moi, c'était beaucoup d'argent. À cet âge-là, je crois que je devais avoir 7 ou 8 ans, à peu près 8 ans, dans ces eaux-là. Et j'avais reçu une certaine somme et j'avais demandé à mes parents de la placer. Tu vois, je suis un peu comme toi. Déjà? Ah ouais, tout de suite. Je leur ai dit, on n'y touche pas. Je veux ouvrir un compte épargne et vous la bloquer là-dedans et je veux pas y toucher. Ah Tu ouais, vois, mais j'avais 8 ans. il y a quand même une différence. C'est que moi, effectivement, j'étais très épargne, mais c'était juste dans mon petit cochon, là, ma petite tirelire Ah cochon non, sur mon étagère. Toi, tu es directement parti. on est parti à la banque. Ok. On est parti à la banque, à la caisse d'épargne à l'époque. Hmm. Et puis voilà, on a ouvert le livret A et puis on a bloqué cette somme. C'était pas une somme mirobolante, tu vois. Ouais, J'avais pas non, fait un mais jackpot, mais bah, si pour un enfant, comme on disait tout à l'heure, avec les États-Unis, tout est vraiment relatif. Et pour toi, effectivement, ça devait déjà être une belle grosse somme. ouais, c'était une somme importante et voilà, je l'ai sécurisé tout de suite. Et J'avais lu aucun livre hein, sur ce voilà, j'allais sujet, dire mais que d'instinct. tu. Ok. Ou C'est une peut-être sorte de bon sens. dans la famille. Euh, Enfin, Même pas, non, pour moi, c'était logique, quoi. C'était du bon sens. Sinon, ok. j'allais tout éclater, quoi. Ok. Mais moi, je suis pas je suis pas un grand dépensier de nature. Hmm, C'est-à-dire que de nature, je suis quelqu'un qui est plutôt frugal. hmm. C'est mon instinct. Je suis plutôt frugal. C'est pas de la radinerie, parce que Non, non, frugal, je comprends, je suis comme ouais, ça ouais. aussi.
Donc, je suis frugal, c'est-à-dire que j'essaye vraiment de manager mes ressources de manière les plus stratégiques, la plus intelligente possible. Là, j'avais reçu un petit pactole, entre guillemets, tout est relatif. Et dans ma tête, c'est je le mets de côté pour quelque chose d'autre de plus important plus tard, peut-être. Ok. Donc, j'avais déjà cette mentalité, Mm. C'était des euh, francs ou des euros? oh, des francs. Bah oui. Ah non, c'était des francs. Ok. Les grosses pièces de 10 francs, là. Les jolies pièces de 10 francs, les pièces de 5 francs, avec Marianne. Mm. Ouais, Oui. c'était des francs. Ok. Et ma première source de revenus officielle, je pense, ça devait être un job étudiant. Mm. Comme j'ai dû financer mes études moi-même. Moi, j'étais plutôt dans le, tu sais, je pense que tu dois connaître ça. Tu sais, les jobs au téléphone, tu sais, quand t'es téléconseiller, Oui. conseiller clientèle, mais toujours, on appelait ça à l'époque commercial sédentaire, c'est-à-dire que tu es au téléphone Mm. et puis tu essayes soit de répondre, soit de vendre. Et j'étais plutôt bon vendeur, hein. Déjà, naturellement, j'avais déjà cet instinct commercial. Et j'étais souvent parmi les meilleurs vendeurs de la boîte ou les boîtes où je suis passé. Et ouais, c'était pas des payes exorbitantes, mais bon, ça m'aidait bien, quoi, déjà. Ouais. Ça m'aidait bien et puis ça permettait de me faire quelques plaisirs dans la vie et de faire quelques achats, quelques voyages et puis d'avoir déjà une gestion de budget, quoi. Parce que Mm. quand tu touches de l'argent et que tu as fait un travail pour, tu comprends la valeur que ça a. C'est Tu ça. comprends mieux la valeur de Mm. l'argent. Avant, tu comprends pas, parce que c'est tes parents qui te financent, qui te payent tout. Mm. Mais quand c'est toi qui bosses, qui te réveille, qui te responsabilise par rapport à ça, Mm. la somme, elle prend une autre signification, tu vois, elle C'est devient ça. plus réelle. Elle n'a plus la même valeur. Exactement. Mm. Et donc voilà, c'était ça ma première source de revenus. Certainement un job étudiant, ouais, pour financer mes études. Ou pour subvenir à mes besoins, parce que je suis resté chez mes parents lors de mes études, donc j'étais pas en besoin de payer un loyer, Oui. mais j'avais besoin déjà Mm. de prendre mon indépendance quelque part financière. Ok. Et ça fait des études. C'est quoi ton parcours un peu Alors scolaire jusqu'à maintenant? j'ai fait beaucoup d'études, enfin pas mal d'études. Moi j'ai eu un bac scientifique. Ok. À l'époque on appelait ça un bac S. Oui. Alors que à la base je suis un littéraire. Oui. C'est-à-dire que mes parents en fait m'ont forcé la main Mm. entre guillemets, de faire un bac scientifique parce que, bah, à l'époque, on pensait que les littéraires, ils allaient se retrouver au chômage, quoi. C'est l'angoisse. Oui. C'est l'angoisse. Donc, on m'a poussé vers les maths, alors que c'était pas comment dirais-je, mon envie première. Ça me rebutait plus qu'autre chose Mm. parce que j'étais pas excellent en maths. Mais bon, on m'a dit, bon, fais une scientifique, au moins avec un bac S. Enfin, c'était le cas à l'époque, avant la réforme Ouais. actuelle et la Parcoursup, au moins avec un bac. C'est comme ça qu'on me l'a vendu, en fait. On m'a dit, Tu avec un pourras bac tout S, faire. tu peux tout faire. Mm. Et nos limites, nos restrictions. Au moins, sécurise ton bac S. Et le bac, qu'est-ce que c'est finalement? C'est un passeport, c'est un visa pour faire des études supérieures. Mm. Ce n'est que ça, le bac. Et bien sûr, pour valider tes acquis précédents du collège, du lycée et de la primaire. Et donc, on me l'a vendu comme ça. On m'a dit, fais ton bac S et tu verras. Après le bac, tu feras tu pourras faire ce que tu veux. Même Et pas un donc, bac éco? même pas. Je suis passé Ça, c'était directement S. de L. Dans ma tête, je voulais faire L Ouais. parce que je voulais étudier les lettres et je voulais me mettre dans la littérature. Mais finalement, la littérature m'a rattrapé après parce que j'ai créé une maison d'édition. Euh, mais ouais, après le bac S, comme je me suis beaucoup engagé, j'ai beaucoup travaillé pour remonter mon niveau en maths, j'étais devenu très bon en maths. Mm. Mes parents ils m'ont dit, bah voilà, t'as vu, c'était pas si méchant, c'était pas si dur. Et donc après ça, ils m'ont dit, bah tu l'as fait une fois, tu peux le refaire une deuxième fois, maintenant tu vas faire médecine. Ok. Tu vois, tu l'as, tu l'as réussi une fois, donc Ça tu peux aurait pas refaire. marché avec moi quand même. Tu peux Mais refaire, ok. tu peux essayer médecine, tu vois, c'était pas la Ok. mort. Donc après, je Mm. me suis inscrit en médecine. Donc j'ai eu un bac S. Et paradoxalement, j'ai surtout mon bac S grâce aux maths. C'est ça qui était incroyable. Mm. Euh, et donc après, j'ai fait médecine. Donc je suis parti au CHU de Cochin, donc Paris 5, Ok. Université René Descartes, à rue des Saints-Pères. Donc c'est à Saint-Germain-des-Prés, en plein cœur de Paris. Donc malheureusement, j'ai pas eu le concours. Le niveau était vraiment trop, trop, trop élevé pour moi. Et puis, j'avais pas la vocation. En réalité, après Oui. coup, j'avais pas la vocation. C'est-à-dire, je le Mm. faisais pas pour les bonnes raisons.
Et c'est comme dans tout dans la vie, quand tu fais les choses pour les mauvaises raisons, au bout d'un moment, ça bug. c'est ça. Le système bug et donc t'es éjecté Mm. du game, quoi. Et donc après, je me suis reconverti dans les maths appliquées à l'informatique, parce que c'était un peu Ok. la tendance, l'informatique. Mm. C'était la nouvelle Et oui, ça mode. arrivait. Et donc, j'ai fait des maths appliquées à l'informatique. J'ai fait une école d'ingénieur. Je te passe les étapes rapidement. Mhm. Et ensuite, j'ai fait une formation dans la finance et l'entrepreneuriat. Une Ok. cerise sur le gâteau. Voilà. Ok. Pour aller très, très vite. Ouais. Donc, je suis allé du scientifique vers la finance et vers le business, vers l'entrepreneuriat. Et une fois que j'avais une expérience solide en tant qu'entrepreneur, au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, t'en sais pas mal, Bassem, sur le sujet. Peut-être qu'il serait temps de partager avec tes proches d'abord, et puis Mm. après dans des écoles, dans un cercle plus pédagogique et plus scolaire. Ok. Donc effectivement, après, tu écris, comme tu disais, dans un journal, enfin un journaliste. Tu fais Oui, aussi des conférences ou dans des écoles? oui, oui. De toute façon, mes Mm. cours sont des conférences, c'est des sortes de conférences. Ok. Surtout pendant l'époque Covid. Comme là, j'avais devant moi, je sais pas moi, 30, 40, 50, des fois 100 personnes en visio comme là. Et puis, bah, ça y est, c'est parti. Moi, je transformais le cours en conférence, quoi. Je leur disais, Mm. bon, aujourd'hui, on va parler la stratégie. Qu'est-ce que la stratégie? Et j'étais parti, quoi. 1 heure de stratégie, Ok. tu vois. Et, euh, et donc, ouais, ouais, des conférences, des cours magistraux, dans des amphithéâtres, avec des micros, avec des slides, tout, quoi. Mm. Examen. Puis voilà, c'est une super expérience. J'apprécie ça. Et j'étais en train de repenser là, à ce que tu disais justement sur le forcing pour faire le bac S. Au final, Ouais. c'est pas une mauvaise idée dans le sens où tu avais, comme tu disais, le littéraire dans l'âme, c'était un peu Ah oui. inné. Et ben du coup, d'apprendre quelque chose que tu ne maîtrisais pas du tout. Et de toute Ouais. façon, ton littéraire serait toujours là à côté. Ça ferait une Oui. compétence de plus qu'au final, si tu étais parti dans du littéraire, tu aurais peut-être rien appris de nouveau. Enfin, Oui, tu oui, vois ce que je veux dire? absolument. En fait, moi, j'avais 3 matières que j'adorais depuis que je suis au collège, quoi. Il y avait le français. Mhm. Vraiment, le cours de français, pour moi, c'était très particulier. J'attendais le cours de français. Ok. Le cours d'histoire, Mhm. c'est-à-dire que je discutais avec le prof après le cours, quoi. Et au lycée, après, quand je suis passé en S, le cours de maths. Parce qu'après, j'ai commencé à apprécier les maths. Parce que les maths, les gens n'apprécient pas parce qu'ils sont pas bons. Donc, ils veulent fuir cet inconfort ou Mhm. ce moment où ils sont mal à l'aise. Mais quand tu commences à maîtriser, tu te dis, oh non, en fait, c'était pas si méchant. En fait, et ouais, ça m'a donné un côté plus rigoureux et plus exigeant par rapport à moi-même que j'avais pas avant. Mhm. Clairement pas. Donc, le côté méthodique, rigoureux et le côté, ouais, j'observe ce qui marche pour le reproduire à ma sauce aussi. Ça m'a beaucoup aidé après. Ok. Et donc là, ouais, tu es un peu un spécialiste du coup des finances personnelles, de la gestion de budget, Ah oui, bah, de la stratégie. j'ai commencé vraiment en tant que passionné parce que les livres Mm. que j'ai lus m'ont ouvert des perspectives incroyables, quoi. Je repense quand j'ai lu Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, mais je me suis dit, mais voilà, ça c'est le type de livres qui sont super motivants. Ça parle d'un sujet que je connais, qui m'intéresse, c'est-à-dire l'argent. Après, il faut bien comprendre que j'apprécie l'argent non pas parce que c'est de l'argent, mais j'apprécie l'argent parce que c'est un outil qui t'ouvre des possibilités que tu n'aurais pas sans ça. Totalement. C'est tout. C'est pas le côté matériel pour le côté matériel. Le côté matériel ne Mhm. m'intéresse pas. C'est-à-dire que demain, il y a un autre outil qui va se mettre en place. C'est pareil. Ouais, oui. Donc c'est vraiment pour moi une manière de m'émanciper. Vraiment Mm. de m'émanciper. Et finalement, je vois l'argent comme un moyen et non pas comme une fin. C'est-à-dire c'est un moyen pour atteindre un objectif qui est plus grand que l'argent. Le fait de gagner de l'argent, pour moi, c'est pas une fin en soi. Même si quelqu'un vient me voir et me dit, écoute, je gagne 100 000 euros par mois, je vais pas lui dire, ouais, super génial. Je vais lui dire, ok, mais tu fais quoi avec ça? Ça C'est va être ça? ma question naturelle. Si toi, demain, tu me dis, ouais, Mm. je gagne 200 000, ok, mais comment tu l'utilises et qu'est-ce que tu en fais? Mm. Ça m'intéresse plus que le montant. À la limite, le montant ne m'intéresse pas vraiment, en fait. Je suis plus intéressé de discuter avec quelqu'un pour qu'il m'explique ce qu'il en fait. Là, ça m'intéresse. Ah oui.
Bah, oui, comme tu dis, c'est ça qui est le plus important. Ça me fait sourire parce que je viens de l'épisode qui est sorti. On est lundi, le jour où on enregistre cet épisode. Et donc, moi, j'ai les épisodes qui sortent le lundi. Et l'épisode du jour, c'est justement riche et heureux, selon moi, puisque je pose la question à quasi tous mes invités. Donc, il était temps que je réponde également à cette question. Sauf que je l'ai un peu étayé justement en disant être riche, un peu toutes les définitions qu'on peut y donner, et être heureux également. Et effectivement, à un moment dans la richesse, je dis ça, justement que oui, il y a la richesse financière, mais qu'après, c'est certes un excellent moyen, mais il y a des choses que l'argent n'achète pas. Et, et qu'on peut aussi également être riche d'impact. Donc, est-ce qu'on peut apporter aux autres avec l'argent Oui, qu'on a? oui, Et que les gens, au final, se rappellent de vous, pas forcément par le montant de votre patrimoine ou ce que vous avez voilà, sur votre compte en banque ou votre salaire. Ils se rappellent plutôt de vous par rapport à vos qualités, à vos valeurs. oui. Ah oui, non, je te rejoins là-dessus à 100%. Et, euh, et donc, ouais, pour moi, l'argent, c'est un moyen, Mm, c'est le carburant que tu mets dans ta vie. Plus t'en as, plus tu vas pouvoir aller vite, tu vas pouvoir mm, accélérer vers tes objectifs. Et moins t'en as, et plus tu es ralenti. Et tu es coupé des autres, et tu interagis moins avec les autres. mm, Donc, c'est compliqué. Donc, tu as intérêt. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que l'une des clés du bonheur, c'est de pouvoir partager avec les autres. Sinon, ça sert à rien. Parce que, et ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'argent, ça isole. Quand mm, les grandes fortunes, les grands fortunés sont des gens qui vivent seuls, entre guillemets. Seuls, dans le sens où même s'ils sont entourés du pléthore de majordomes, de gouvernants, mm. finalement, on les comprend pas et ils doivent s'isoler pour se protéger, pour protéger cette fortune. Et c'est surtout qu'ils représentent, je sais plus, 0,001% de la population. Donc forcément, ils Oui, sont moins nombreux. ils sont moins nombreux, mais je pense que le nombre de riches aujourd'hui va augmenter parce que avec Internet, Mm. Oui. c'est une nouvelle distribution des cartes. Mm, C'est-à-dire que il y a des gens qui deviennent millionnaires tous les jours sur Terre, mm, juste parce qu'ils ont les bonnes informations, le bon produit, le bon service. Ils ont compris comment matcher avec leur marché, comment proposer quelque chose d'attrayant sur leur marché. Et, oui, et puis maintenant, les gens sont devenus mobiles. mm, Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait de l'argent en France, il n'est pas forcément amené à rester ici parce qu'il va partir sous des auspices beaucoup plus moins fiscalisés et il va pouvoir se mettre à l'abri, entre guillemets, ou changer de mode ou trouver des modes pour atténuer certaines choses. mm. Donc maintenant, il y a des effets de levier qui sont incroyables. Et aussi une source d'éducation. Puisque avant, les riches, c'était parce qu'ils avaient des parents riches et que justement, ils avaient cette éducation financière et les tips à connaître pour optimiser et gérer ses finances que quelqu'un de pauvre, puisque tu parlais justement père riche, père pauvre. C'est un peu ça. Oui. Avant l'arrivée d'Internet, il fallait avoir quelqu'un dans son entourage pour un peu comprendre tous ces systèmes. Alors que maintenant, on a vraiment accès Hmm, à beaucoup de choses, c'est-à-dire à tout et n'importe quoi. Il y a aussi, voilà, il y a des choses à oui. laisser, mais c'est vrai que on a une Non, je pense question. que Non, on a une question et on a la réponse, on trouve la réponse sur Internet. oui, mais je pense qu'à l'époque, pré-Internet, il fallait être très audacieux. Mm. Il fallait être audacieux et il fallait pas aimer le salariat tel qu'on Oui. nous le vendait à l'époque. Il fallait vraiment, je pense notamment à Bernard Tapie, Mm. je pense à Bernard Arnault, je pense à la famille Pinault. Euh, donc c'était vraiment des gens audacieux, quoi. C'était des gens qui avaient envie d'entreprendre, dans le sens où l'entrepreneuriat, c'est comme quelqu'un qui fait un projet, en fait. Voilà, j'ai un projet, je vais le mener à bien, et bon, si ça marche, bah super, Mm. champagne. Et puis si ça rate, bah je recommence. Ouais. Donc il fallait des qualités qui étaient rares à l'époque. Mm. Alors Ouais, que ouais. maintenant, même un loustic qui va générer, je sais pas moi, 2 000 € sur Internet, il va devenir expert, quoi. Il va dire, voilà, j'ai généré 2 000 €, voilà comment j'ai fait, regardez-moi, demain je vais générer 4 000,
et il devient un micro-influenceur Mm. sur une question bien spécifique. Et donc maintenant, en fait, on est passé d'une rareté de l'information à une profusion d'informations. Il y en a trop. Presque Oui. on a envie de dire aux gens, attendez, stop là, parce que j'ai trop d'histoires à digérer. Et c'est ça le piège, c'est que maintenant Mm. on est passé de rien à trop. Et quand on passe à trop, bah, Ouais, on sait faut plus arriver faire à faire le le. tri. Ben, c'est très difficile. Mm. Et puis on peut avoir aussi, parce que moi je sais que je l'ai un peu, le syndrome de l'objet brillant, justement. Il y a tellement d'informations qu'on se dit, ah bah Ouais, oui, ça, ah non, mais il y a ça aussi. Oh, puis bah, t'es, pourquoi ça aussi, ça a l'air intéressant. ouais, ouais. Moi, ma manière de faire le tri, c'est que j'essaye de rester sur des fondamentaux. Mm. Parce que sinon, je me perds dans les limbes d'Internet, dans les labyrinthes Ouais. d'Internet. J'essaie de me dire, bon, par exemple, je te donne un exemple. Mm. Je crée une boîte et j'ai besoin de renforcer, par exemple, mes compétences en marketing. Donc, qu'est-ce que je vais me dire? Je vais pas essayer de me faire une formation complète de 6 mois ou d'un an, j'ai pas le temps. Je me dis, qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui marche pas? Donc, on va me dire, par exemple, je vais faire des recherches. On va me dire, voilà, le digital, ça marche. OK, comment on fait du digital? Donc, j'essaie de rester toujours très terre à terre, très pragmatique et j'essaie d'avancer de manière vraiment très fonctionnelle. Tu vois, je sais pas de tout apprendre. Je vais pas devenir une encyclopédie Ouais. vivante du digital marketing, mais j'ai envie de dire aux gens avec qui je travaille, dites-moi comment ça marche et comment on peut avancer. Et puis, avançons au fur et à mesure. C'est comme ça qu'on arrive à bâtir quelque chose de fonctionnel et d'efficace. Parce que sinon, si on aborde ça d'une manière trop littérale ou trop scolaire, on n'en sort jamais. On peut passer 20 ans Mm. de sa vie à étudier le marketing digital et à ne jamais en sortir parce que tous les jours, il y a des nouveautés. Donc, Ouais. faut aller droit au but. Il faut essayer. Mm. Puis après, c'est ça de toute façon, enfin, d'être entrepreneur, il faut toucher à tout. Pas Ah après oui. forcément être expert, parce que là, justement, on peut déléguer cette partie-là sur quelqu'un qui, lui, a cette expertise-là. Hmm. Mais il faut quand même, effectivement, avoir un minimum de base. Non, en fait, il faut que tu maîtrises toi-même la tâche avant de pouvoir la déléguer. Parce que si toi-même tu la maîtrises pas, tu peux te faire rouler dans la farine par quelqu'un qui va dire, ouais, mais t'inquiète, j'ai fait ci, ça. C'est pour ça, Et enfin, j'irai pas jusqu'à dire maîtriser, mais oui, effectivement, enfin voilà, commencer par le faire soi-même, de hmm, savoir de quoi on parle, et après, tu délègues à une personne qui, lui, a vraiment la maîtrise et qui va t'optimiser la chose. Mais effectivement, il faut ouais, savoir de quoi tu parles oui, 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 pour, oui. euh, pour Après, comprendre et pas se faire arnaquer. Après, pour être entrepreneur, ça demande des compétences. Comme je dis dans mes cours, des compétences qui sont tellement rares, en réalité, si tu regardes bien les vrais entrepreneurs. Hein. Je parle Mm. pas des influenceurs, je parle des vrais entrepreneurs qui ont des grands groupes, qui ont des milliers, voire des dizaines de milliers de salariés sous leur responsabilité. Ça demande des compétences qui sont tellement rares et tellement transversales. C'est vraiment le grand écart. Je vais donner un exemple dans quelques secondes. Mais en réalité, tu sais, les écoles de commerce, si tu regardes bien, j'y travaille, donc je peux en parler parce que j'ai un œil à l'intérieur. Elles forment pas vraiment à l'entrepreneuriat. Mm. Tu vois, c'est un mythe qu'il faut tout de suite détruire. Elles forment des gens, elles forment des futurs cadres qui vont travailler dans des grandes multinationales. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on leur vend quand ils rentrent dans l'école de commerce. On va leur dire, à la sortie de l'école de commerce, vous allez pouvoir gagner, je donne un exemple, hein, 30 000, 40 000, 50 000, 60 000, 100 Ouais. 000 euros par an en étant top manager international chez X, Y ou Z, Mm. peu importe le nom de la boîte. Mais une école qui forme vraiment à l'entrepreneuriat pur, ça n'existe pas. Ce sont des Ouais. incubateurs. Donc les gens passent de quelque chose à l'incubateur. Mais Mm. il y a un manque, en fait, dans la proposition. Peut-être quelque chose à combler, du coup. Je pense qu'il y a quelque chose à combler. Je pense qu'il y a quelque chose à combler et peut-être ce sera l'objet d'un futur projet. Mm. C'est ça. Puis après, c'est vrai que l'éducation en France, enfin, c'est tout un sujet où il y Ah aurait oui. effectivement beaucoup de choses à faire. Ah oui, 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 oui. Bah, une réforme de l'éducation nationale s'impose, je crois, Mm. non? Là, c'est Oui. bon, on est arrivé au bout d'un cycle. Rien que tu prends un exemple, sans parler des finances personnelles. Tu as plein de Français, des millions de jeunes Français qui font de l'anglais de la sixième à la terminale. Ça fait quoi? Ça fait 7 ans d'anglais. Et au bout de 7 ans d'anglais, il y en a, on va dire, une extrême minorité, si on est Mm. vraiment honnête avec soi-même, il y en a une extrême minorité qui arrive à tenir une conversation, on va dire, potable. C'est pas normal. Ça veut dire que le programme, il est mal fait.
Ouais. C'est-à-dire que les ouvrages, ils sont pas intéressants. Ça veut dire Mm. que la pratique pédagogique, elle n'est pas assez tournée vers la pratique, justement. On est trop dans on veut nous faire apprendre les verbes irréguliers par cœur. Et c'est pas intéressant, ça. Moi, ce qui C'est m'intéresse, encore en tête. bah ouais, drunk, drunk, drunken, mais ça m'aide To be, pas, I moi. was been. Ça m'aide pas. Par exemple, ce qu'il aurait fallu faire, c'est plutôt organiser des petits groupes de 4 personnes dans la classe et les faire discuter en anglais entre eux. Et Mm. puis après, les faire présenter quelque chose à l'oral en anglais devant la classe pour obliger la personne, comme quand on est à l'étranger et que là, on est vraiment obligé de Mm. parler anglais. Là, bizarrement, on devient fort en anglais parce que sinon, on est cuit. Tu vois, tu es à l'aéroport, on te pose Ouais. des questions. Bah là, ton anglais, il ressort parce que tu es dans une situation où ça y Mm. est, tu dois parler anglais. Non, Bah, c'est vrai mettez-moi. que les choses qui manquent, c'est ça, c'est la pratique, comme tu dis, et le côté ludique. Ouais! Parce que Par alors exemple, ça, bon, prenez une chanson, je sais pas, selon les périodes, prenez une chanson mm, qui fonctionne, prenez une chanson de Beyoncé, je sais pas, puis faites la traduction, ou prenez une chanson de n'importe qui, ou je sais pas, prenez une scène d'un film en anglais, et laissez les étudiants la traduire selon leur compréhension, et ensuite faire une correction a posteriori pour voir, mhm, ah oui, là, tu as bien conjugué, là, en prenant quelque chose d'agréable et de fun. bah oui, plutôt que les vieux textes, enfin, Ah, ah ouais, c'était compliqué. La grammaire, oh là 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 là. mm, Mais bon, les résultats parlent pour eux, hein, c'est pas, ça fonctionne ouais. pas. Mm. Et pour en revenir un peu donc à à tes finances personnelles, Oui, 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 puisque, revenons-y. puisque tu épargnes depuis l'âge de 7-8 ans. Oui, oui. Moi, c'était mon premier réflexe. Ouais. Ben justement, est-ce que tu peux parler un peu de ça, de la gestion des finances personnelles et après, bien sûr, de la diversification des revenus, puisque c'est ce qu'on Alors, parle beaucoup sur ce podcast. ok, ok, ok. Alors, avant la diversification, on va dire Mm, que la diversification, c'est un extra bonus. mm, C'est-à-dire que t'as ce goût du luxe de diversifier si d'abord il y a quelque chose qui a marché. bien On sûr. est d'accord ou pas? Oui, oui. C'est vraiment le choix du roi, le fait de diversifier. Donc, avant même de penser à la diversification, il faut déjà que tu aies une rentrée d'argent qui est récurrente, Mm, qui est redondante, qui est répétitive et qui permet déjà de te permettre de vivre, on va dire, confortablement. C'est la base, tu vois? ouais, Donc, déjà, il faut déjà que, au niveau de tes finances, tu budgétises tes dépenses. mm. C'est la base. Je reviens à l'étape zéro. Excuse-moi, je fais une petite marche arrière Non, avant non, de mais justement, diversifier. ma question, c'était ça. Parle-nous de ta gestion budgétaire et Voilà, après, on en vient à la diversification. voilà. Donc en fait, si tu veux, comment ça se passe? C'est que avant que le mois n'arrive, par exemple, là, on a le mois de janvier 2025 qui va Mm, arriver, ou le mois de février ou le mois de mars 2025. euh, Ce que je fais, c'est que je fais un budget prévisionnel. C'est-à-dire que c'est une fourchette, c'est un intervalle. Je me dis, voilà, pour telle dépense, je prévois telle. Pour telle dépense, je prévois telle, etc. Et donc, ça me fait un budget prévisionnel en anticipation mm, du mois ou de la période dans laquelle on va rentrer. Comme ça, j'ai déjà une idée. Ensuite, le mois se passe, donc les semaines se passent assez vite. On arrive à la fin du mois et après, je fais le comparatif entre le budget prévisionnel et le budget réel. mm, Tu vois? Quand j'ai respecté mon budget prévisionnel, ça fait une case verte, donc je suis bien dans les clous. Et quand j'ai pas respecté mon budget prévisionnel, il y a une case rouge. C'est un dérapage budgétaire, tu vois. Et voilà. Donc, pour chaque mois, tu as deux tableaux. ouais, ouais. Le tableau prévisionnel, le tableau, entre guillemets, réel. Et puis, bah, tu vois combien tu as épargné, combien tu as dépensé je vais parler de gros basiques, hein, de fondamentaux. Combien tu as payé pour le logement, combien tu as payé pour la nourriture, combien tu as payé pour l'assurance, combien tu as payé pour la mutuelle, etc., etc. En fait, les dépenses que tu peux déjà anticiper parce que tu connais déjà les montants. Donc, t'es pas surpris parce que tu sais déjà combien tu vas payer au centime près. Après, dans ce budget-là, tu dois prévoir aussi un budget, on va dire, d'imprévu, parce qu'il y a toujours un imprévu, tu vois.
Personne ne prévoit d'aller chez le médecin. Des fois, tu vas à la pharmacie. Là, c'est la période. Euh, il y a un cadeau que tu veux offrir pour faire plaisir à quelqu'un, donc la carte bleue est vite dégainée, etc., etc. Donc, il faut que tu prévois aussi une partie d'imprévu pour mettre de la souplesse dans ton budget. C'est normal. Sinon, ton budget devient trop rigide et le système peut pas s'adapter. Donc, tu dois Mhm. mettre de la souplesse là-dedans. Donc, voilà. Et dans l'idéal, une fois que tu as fait tout ce travail-là, tu vas commencer à automatiser euh, tu vas automatiser ton épargne. Tu vas commencer à automatiser ton épargne, soit en envoyant ça directement dans un livret A, soit dans un compte secondaire, de manière à commencer à constituer ton capital. Et une fois que tu as fait tout ce travail de fourmi, budget prévisionnel, budget réel, que tu as commencé à constituer un petit pécule, une épargne, là, tu peux commencer à diversifier. Parce que tu as un levier, tu as une force de frappe que tu n'avais pas 6 mois ou 3 mois avant ou un an Mhm. avant. Là, tu peux commencer à diversifier. Donc, en fait, la diversification, elle est conditionnée par plein de petits succès du quotidien, plein de petites victoires, par ta rigueur personnelle, par ta discipline, par ta consistance dans le temps. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est pour ça que la diversification, c'est vraiment presque un luxe. C'est pas donné à tout le monde. Ouais. Tout le monde peut pas diversifier, tu vois. Si t'es quelqu'un qui est dépensier, si tu contrôles pas tes dépenses, si tu fais n'importe quoi avec l'argent, bah, zéro diversification. Il n'y a pas. Mhm. T'as pas le droit de prétendre à ça, tu vois. Sauf si tu gagnes vraiment énormément d'argent, ce qui arrive à certaines personnes qui gagnent, je sais pas, 10, 15, 20 000, 30 000 euros par mois. Là, ils peuvent faire tous les dérapages qu'ils veulent. Ils auront toujours une certaine somme pour pouvoir soit atterrir, soit. Mais bon, là, on parle vraiment d'une extrême minorité des gens. Mhm. Tout le monde gagne pas ça. Bien sûr. Puis après, enfin, il y a la différence aussi entre diversifier effectivement ton épargne sur différents supports et il y a enfin, diversifier les sources Ah oui. d'argent. Alors, là-dessus, c'est clair. C'est une règle d'or dans l'entrepreneuriat. Principe de base, plus tu as tes sources de revenus multiples, mieux c'est. Principe de base. Justement, dans Millionnaire Next Door, Ouais. le millionnaire moyen aux États-Unis a minimum 8 sources de revenus différentes. Je sais pas Ok. si tu imagines. C'est une Mhm. moyenne, hein, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont 16, il y en a Ouais. qui ont 24, il y en a qui ont 30 sources. Bah, c'est ce qui te permet de rester zen. Parce que quand tu es tenu que par un salaire, supposons, pour X raison, tu es licencié, bah, tu te retrouves sur la paille. Mhm. C'est tout. Donc, un entrepreneur avisé et averti, il a une multitude de sources de revenus. Ouais. Et justement, son job, c'est de solliciter tous les jours une multitude de sources de revenus. C'est ça. Plus tu as de clients, bah, plus tu as, des sources de revenus. Chaque abonné de chez Netflix est une source de revenus pour l'entreprise. Donc, t'imagines les millions de sources de revenus qu'ils ont? Mhm. Et j'avais vu aussi, Ouais. je sais plus où, par rapport à ça, aux sources de revenus des millionnaires, vu qu'on parlait tout à l'heure un peu de l'objet brillant, en fait, les sources de revenus sont diversifiées, mais tout en restant quand même dans un même secteur d'activité. C'est-à-dire, ta question, c'est quoi en fait? C'est pas vraiment une question, Ah oui. j'échange. Ah ok, ok. En fait, tu me demandes si les sources sont dans le même secteur ou est-ce qu'ils peuvent venir Non, non, d'ailleurs, c'est c'est que ça? tu disais que les millionnaires avaient une moyenne de 8 sources de Ah revenus en oui, général. Et moi, j'avais oui, entendu que oui, les sources de revenus, généralement, elles étaient certes diversifiées, mais pas vraiment dans des sujets opposés. non. Une personne, ben, par exemple, un écrivain, il va écrire un livre, ça va lui faire une source de revenus des Mhm. ventes de son ouvrage, mais il va aussi Ok, écrire des articles pour un journal, ça va faire une autre source de revenus. Puis, ben, ok. un peu comme toi, il va faire des conférences Ouais, également sur des textes. Mais ça reste toujours, voilà, par exemple, dans le monde de l'édition, euh, dans ce monde-là. Et oui, oui, pas un qui il va écrire un livre, puis il va faire totalement autre chose, enfin, à ah oui, l'opposé. oui. Voilà. Oui, Moi, oui, je vois j'avais vu ça. oui, oui, je vois ce que tu veux dire. De toute façon, regarde, je vais dire quelque chose. Euh, enfin, quelqu'un qui maîtrise des compétences qui sont très différentes, c'est rare. Mm. Sauf si Oui, vraiment oui. la personne est vraiment Ouais, non, un mais c'est super ça, on G. en parlait.
Tu vois? Donc, ce que mm, tu vas faire, en fait, toi, tu vas développer un secteur d'expertise. Prenons par exemple le sujet de la santé, puisque ça touche vraiment beaucoup de monde. Et cette expertise autour de la santé, tu vas tenter, c'est toujours une tentative, tu n'es jamais mm, sûr de réussir, tu vas tenter de la monétiser. J'ai pris un exemple, hein. Tu vas tenter de la monétiser, soit en faisant des formations, comme c'est mon cas, soit en écrivant un livre, mm, c'est une source de revenus, soit en faisant des conférences. Donc en fait, c'est toujours les mêmes choses qui vont revenir, tu vois. Tu vas essayer de monétiser cette expertise, soit en faisant du gratuit, parce que ça te permet de te faire connaître, d'élargir ton public, d'avoir une actualité. Donc même le gratuit lui-même, oui, il rapporte quelque il, chose. Mm, bah oui, tu laisses une trace, tu vois. Ton travail, il n'est pas mm, oublié. Donc c'est très important de rester présent et en avant. Sur les réseaux sociaux. Maintenant, tout va très vite. Et puis, tu as une communauté qui te suit. Donc, le fait de prouver que tu es présent à un instant T, c'est très important. Tu marques un but. mm. Même si c'est pas maintenant. Et puis, les gens vont voir ton travail, tu vois. Par exemple, toi, tu fais ton podcast. Et en fait, c'est ce qu'appellent les Américains l'effet cumulé. C'est-à-dire que en enchaînant les épisodes ne sont pas que l'addition d'eux-mêmes. C'est qu'ils vont Mm. former quelque chose de plus. Ouais, D'accord? Ça va former un ensemble qui va être beaucoup plus fort. Et un jour, on va se dire, ah ouais, le podcast Riche et Heureux. Bah, ouais, bien sûr, je connais. Tu vois, c'est un effet boule de neige et après, les gens vont être entraînés dedans. Et donc en fait, tes sources de revenus, elles peuvent venir d'une expertise, mais que tu vas monétiser de différentes manières, en faisant du c'est ça. coaching, en faisant assister quelqu'un. Enfin, tu as plein de manières de faire, tu Mhm. vois. Même des fois, en prenant cette même expertise-là, en faisant une chaîne YouTube autour de ça, bah, tu as encore monétisé d'une autre manière. Oui, oui. Tu vois? Mm, Donc aujourd'hui, avec Internet, c'est pas les moyens qui manquent, hein. C'est une ouais. multitude de moyens et pour une compétence, Mm. tu Ouais, vois? donc c'est ça. C'est un peu comme on disait, enfin comme tu disais tout à l'heure aussi, voilà, se baser sur les fondamentaux d'une Ah oui, chose et voilà, ne pas, parce que moi je parlais du syndrome de l'objet brillant, tout ça, bon ben voilà, on y revient. Effectivement, il faut, comme tu dis, on peut pas maîtriser ah non, c'est pas possible. Au 36 contraire, compétences, donc devenir un expert, mais celle-là, elle l'a diversifiée pour avoir toutes ces sources de revenus et être millionnaire. Voilà. voilà. Et il faut aussi continuer à se former sur le sujet parce que les choses Ah ben évoluent, bien sûr. des livres qui sortent. Donc Mm, toi, ta compétence, tu dois la nourrir mm. pour améliorer cette monétisation parce que tu vas devenir après un super Ah, expert sur le sujet et tu dois encore développer tes compétences. ah ouais, Toi-même, bien t'es pas sûr. arrivé, quoi. Ah bah jamais, et jamais arrivé. Tu vois, t'es Mm, jamais arrivé. Donc tu dois continuer à travailler sur toi-même pour mm. délivrer le message. Ok. Et donc toi, tu as quelles sont tes différentes sources de revenus? Ok. En fait, j'ai l'impression que c'est la question que tu voulais me poser dès le Allez, début, en non. fait. Et je veux d'ailleurs les montants, le. En fait, si tu veux, euh, j'ai plusieurs sources de revenus, tu Mm, vois. Alors, si je parle de mon cas personnel, j'ai les formations que je fais auprès des écoles de commerce, ouais, tu vois. J'en ai plusieurs dans mon portefeuille. Euh, donc ça, c'est déjà une source de revenus. À côté de ça, j'ai une autre entreprise qui s'appelle Promocours qui fait des soutiens scolaires et des cours particuliers pour aider les jeunes à avoir leur brevet des collèges et leur baccalauréat principalement. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais des cours d'anglais, donc c'est des choses ok. que je connais bien. Et, Euh, mais ça, c'est toi qui fais ou tu, pareil, tu as créé l'entreprise, mais il y a non, d'autres personnes qui voilà, travaillent. oui, c'est Ok. ça. Mais moi, j'avais fait avant des cours particuliers, hein. Mhm. J'avais fait, et puis après, j'ai Oui, décidé de c'est l'évolution. C'est l'évolution, tu vois. J'ai officialisé et puis professionnalisé tout ça. Les ouvrages que Mm. je commercialise, donc Millionnaire Next Door, Votre argent, votre vie, Comment devenir riche. Donc je fais exprès de tout détailler parce que chaque livre, je le considère pas comme un projet global. Je le Oui, considère comme un projet unique qui lui-même est une source de revenus dans un oui. projet plus global qui est Mm. la maison d'édition. L'édition. Mm. Tu vois? Donc pour moi, à chaque fois que je sors un projet, je sais que c'est quelque chose qui va me rapporter de l'argent. Excuse-moi, je parle crûment, je sais qu'en France ça peut Non, bah, choquer. Je sais que c'est quelque chose qui va être, on va dire, une source de revenus. ouais. Je reformule ma phrase pour être plus corporate. Ça va être une source de revenus qui, pour moi, est infinie, quelque part, Mm. Bah, qui bien va sûr. jamais s'arrêter. Mm. C'est comme si j'avais découvert une source d'eau, tu vois, une nappe phréatique. Dedans, il y a des centaines de milliers de mètres cubes d'eau que je vais pouvoir utiliser à ma guise. Tu vois? Bah, Ouais, ouais. le business, c'est exactement ça. C'est tu tombes sur une oasis au milieu du désert
Cette oasis, tu vas pouvoir t'y reposer parce qu'elle est accueillante, parce qu'il y a de la verdure. Il y a de l'eau, donc tu vas pouvoir te restaurer. Et après, comme toi, tu es le maître ou la maîtresse de cette oasis, tu vas pouvoir vendre tes prestations. Entre guillemets. Donc voilà. Donc pour revenir, donc j'ai les écoles de commerce, Ouais. j'ai l'entreprise Promocours, j'ai la maison d'édition et dedans j'ai plein de sources de revenus. Qu'est-ce que je fais d'autre? Principalement c'est ça. Et puis après, une fois que tout ça est bien ficelé, une fois que tout ça est bien réalisé, je fais le budget que je t'avais décrit tout à l'heure. Mm. Et là, comme j'ai bien géré mon budget, je suis en mesure de pouvoir diversifier. Donc, je suis en mesure d'abord d'épargner, puis d'investir. Ouais. Donc, c'est le niveau 2 de la diversification. Mm. Donc, j'investis dans quoi principalement? Dans l'immobilier. Dans Ok. l'immobilier parce que c'est de la pierre, parce qu'on est en France, parce que on peut toucher. Donc, pour nous, Mm. c'est concret. Et puis, ce qui est bien dans l'immobilier, euh, sauf crise majeure, c'est que l'immobilier est en constante évolution. Si tu regardes les chiffres de l'immobilier depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire depuis 45, la courbe, elle est exponentielle, elle fait que augmenter. Donc, euh, donc en fait, tu t'enrichis, bon, c'est sûr, c'est pas aussi vite que le Bitcoin, mais tu t'enrichis tranquillement. Mm. Et puis tu vas laisser quelque chose à tes proches, parce qu'on n'est pas éternel. Donc tu laisses quelque chose, tu vois. Mm. Et donc voilà, dans l'immobilier, donc des appartements, des maisons, voilà, dans l'immobilier, Ok. c'est bien l'immobilier. Mm. Tu mets en location longue durée. Ouais, voilà, même location longue durée, ou Airbnb quand c'est faisable, ou saisonnier. Mais rien que le fait d'acheter, c'est que... Après, moi, j'ai une mentalité un peu spéciale, c'est que je suis pas un spéculateur de l'immobilier, c'est-à-dire que j'achète pas pour revendre. Une fois que j'ai acheté, c'est bon, Ah ouais. Ok. c'est dans ma corbeille, c'est dans ma besace, et je le garde. Je suis quelqu'un qui garde, quoi. Je garde Ok. longtemps. Et même pas, enfin, tu te dis pas que tu pourrais justement arbitrer pour optimiser, pour faire un peu plus? Peut-être. Mais j'ai pas atteint la taille critique nécessaire. Ok. C'est-à-dire le jour où j'aurai, supposons un cas fictif, le jour où j'aurai 200, 300, 400 appartements Ouais, dont c'est je pas serai le mal, hein. propriétaire, c'est pas mal. Mais il y a des gens en France qui ont ça. Oui, oui. On en parle peu. Il y en a qui Euh, arbitrent au bout de 5 biens, pas au oui, bout de 400. mais pour moi, la masse critique, elle n'est pas atteinte. Ok. Parce qu'en Mm. fait, en réalité, quand est-ce que tu peux arbitrer, en vérité, si on fait une équation mathématique, on essaie d'équilibrer les deux poids de la balance, c'est qu'en fait, tes rendements immobiliers, c'est-à-dire tes rendements passifs, pour moi, hein, mon point Mhm. de vue, Oui. ils sont supérieurs à ce que tu gagnes en tant qu'entrepreneur ou salarié. Là, il y a Mm. il y a un arbitrage à faire. Mais tant que ce que tu gagnes dans tes revenus passifs est inférieur, bah, t'as pas intérêt à quitter ce que tu as bâti pendant des années, en fait. Tu as Ouais. intérêt à garder les deux pour le moment et à solliciter ton banquier pour refaire une nouvelle opération immobilière. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Mais Mhm. effectivement, quand tu atteins une masse critique, on va dire la masse critique, allez, j'exagère pas, hein, je veux pas trop abuser, mais on va dire autour de 10, 15 appartements. Là, on est dans vraiment une extrême minorité de personnes, hein, Mm. puisqu'en fait, la grande majorité font une, deux, allez, trois opérations dans leur vie et basta. Et c'est fini. Euh, mais pour les gens qui sont plus actifs, et qui veulent vraiment sécuriser leur patrimoine et leur avenir, ils savent qu'ils doivent faire beaucoup plus d'opérations que ça. Mm. Voilà. Et donc voilà, au bout d'un certain, on va dire, allez, on va dire autour de 10, même un petit peu moins, tu peux commencer à faire un arbitrage. Après, tout dépend de combien tu gagnes et tout dépend comment tu t'épanouis dans ton travail. Parce que Oui, si bien tu sûr, mais trouves, comme voilà. Mm. alors moi, dans l'idéal, si j'atteins vraiment l'indépendance financière et que j'atteins mes objectifs, c'est effectivement pour ne plus travailler. C'est pour devenir un rentier. Et c'est ça que t'offre aussi l'argent. C'est-à-dire que l'argent, t'en as tellement gagné que tu peux te permettre de dire, bon, c'est toi qui prends ta retraite, en fait, à l'âge que Mm. tu veux. Ça, c'est magnifique. Tu vois? Pour moi, Ouais. ça m'intéresse plus que tous les biens matériels, que tous les yachts, ou Mm. toutes les voitures de luxe, ou tous les voyages possibles. Tu vois? Ben, après, c'est une vision. Bien C'est-à-dire sûr. que tu préfères te libérer de la matrice, tu préfères te libérer du salariat, plutôt que de rester dans la matrice et puis dire, voilà, je suis parti en voyage tel endroit, ou ici, ou j'ai le dernier sac Dior, ou... Ben, après, ce sont des choix. Ce sont des Mm. choix de vie, en fait. Après, je respecte les deux, hein.
Mais après, bon, chacun voit midi à sa porte. c'est ça. Et tu investis du coup que en immobilier ou Alors, principalement en immobilier, parce que hmm, moi, c'est quelque chose qui me sécurise. En fait, quand ok. j'investis en immobilier, j'ai pas l'impression de prendre un risque. C'est fou ce que je dis, hein, parce que je suis sûr de retomber sur mes pattes. Hmm, C'est-à-dire que quand j'ai investi en immobilier, j'ai pas peur. Je suis sûr de, bah, au pire, qu'est-ce que je fais? Bah, au pire, je le revends. Au pire, je le loue. Au pire, ouais. je le cède. Mais je suis sûr, mais pour moi, c'est zéro risque. Sachant qu'avant ça, je fais une étude, euh, j'achète pas un bien comme ça au hasard, le premier Oui, que je bien sûr, trouve. bah, ça Je reste fais un une étude, investissement. ça reste un investissement, je fais des calculs de Hmm, rendement, c'est-à-dire j'étudie vraiment, mon dossier doit être bien ficelé, et quand j'achète, ça y est, c'est signé, quoi. hmm. Ça y est, faut que ça se fasse vite. Et oui, donc je me posais comme question si tu avais d'autres types d'investissements, puisque tu parles quand même que c'est pas mal mathématique, que tu as fait un Oui. peu d'informatique. Donc, Oui, oui, bien sûr, bien sûr. c'est Après, il y a un autre investissement, mais c'est dans la continuité, c'est de créer une nouvelle entreprise. C'est hmm, aussi un risque majeur. effectivement. Là, voilà, tu vois, je diversifie. Hmm, Par exemple, là, j'ai fait Promocours, qui était une ouais. sorte d'entreprise de formation. Ensuite, la suite logique, c'était de créer une maison d'édition, mais parce qu'en fait, on vend de la formation, mais sans être présent physiquement. Ce sont les livres qui travaillent pour nous, entre guillemets, Hmm, l'objet, en fait. Donc, on vend toujours la même chose, en fait. C'est du savoir, du contenu, pour aider les gens à monter en compétences. Moi, c'est ça mon métier, en fait. C'est ouais. de faire monter les autres en compétences. Et toutes mes interventions, quelles qu'elles soient, c'est pour aider les gens qui vont m'écouter, qui vont nous entendre, à monter en compétences, pour déverrouiller, dire, ah ouais, en fait, c'est ça, et à déplafonner les plafonds de verre, parfois Mhm, psychologiques ou mentaux qu'on a, à cause de notre éducation, nos mauvaises habitudes, hein, parce qu'une habitude, ça, une fois que tu l'as ancrée en toi, c'est dur de la déplacer, quoi. hmm, Donc, et donc la prochaine étape, bah, c'est de créer la suite de ça, tu vois. On a fait une entreprise de formation, très bien. On a créé une maison d'édition, même si elle est hyper spécialisée et c'est voulu de notre part, ça nous permet aussi de nous démarquer par rapport aux autres, parce que on sait que Frégate Édition, bah, c'est finances personnelles, c'est tout, c'est clair. C'est une manière aussi de se différencier des autres, tu vois. On n'est pas Gallimard, on n'est pas Flammarion, on n'est pas des ouais, ouais. généralistes, on fait pas de romans, on fait ce qu'on appelle aux États-Unis de la non-fiction, c'est-à-dire Hmm, des livres de finances personnelles non fiction. Non, il n'y a pas de fiction, en fait. oui, oui. Pas de roman. Et donc Ok. voilà, le fait de créer un nouveau projet, une nouvelle entreprise, c'est une diversification. Le fait de miser sur le cours de l'or, c'est une diversification. Le fait d'aller vers la crypto-monnaie, c'est une diversification. Par exemple, demain, je te donne un exemple vraiment factuel. Demain, je crée une activité de coaching, bah, je rajoute une autre corde à mon arc. C'est une Mhm, diversification. Voilà, ouais, ouais. etc. Et c'est sans fin, tu vois. Et au bout d'un moment, eh ben, t'as quelque chose, un tableau de bord qui devient complet, mais ça prend du temps. Tu peux pas Bien le faire sûr. comme ça en une nuit, tu vois, c'est pas possible. Non. Je me suis dit, ça prend du temps et il faut surtout bien, j'allais dire fixer, mais enfin, avant de passer à l'étape suivante, tu consolides la première étape Oui, et ainsi de suite. tu Voilà, sécurises. Mais en réalité, pour répondre à la question de ton podcast, excuse-moi, hein, Vas-y, j'interviens pour anticipe la question riche, d'après. Riche et heureux, qu'est-ce que c'est? riche et heureux. Mais en réalité, quand t'es riche, je parle pas du côté vraiment matériel, mais je te jure, quand t'es riche, quand t'as des moyens, en fait, ça t'offre une multitude de choix que tu n'avais pas avant, en fait. Et le fait d'avoir tous ces choix, par exemple de partir en voyage, de faire plaisir à tes proches, de monter un projet parce que tu as les moyens de le faire, bah, ça te rend heureux, t'es épanoui, tu te dis voilà, tout ce que j'ai travaillé avant, toutes les peines que j'ai eues, toutes les difficultés, toutes les contraintes, finalement, j'ai réussi à les convertir euh, avec de l'argent. D'accord? Cet argent, c'est pas une fin en soi, parce que ce qui m'intéresse, moi, en tant qu'individu, c'est qu'est-ce que je vais en faire, parce que je vais le transformer. Cet argent-là, je vais l'investir. Il est pas, moi, je suis pas Picsou, tu vois, je vais pas nager dans une piscine pleine de pièces d'or. Ça m'intéresse pas. Mais moi, si j'ai cet or-là, qu'est-ce que je vais en faire? Comment je vais aider les autres? Comment je peux me montrer généreux? Comment je peux, être un exemple pour les autres? Mm, Tu vois, tu inspires les autres d'une manière directe ou indirecte. Tu vois, le fait juste que les gens puissent se dire, ah ouais, c'est possible. Rien qu'en ouvrant cette possibilité, c'est une forme de bonheur que tu leur offres. Juste pour rebondir sur le titre de ton podcast. mm, Tandis qu'à l'inverse, si la personne, elle n'a pas les moyens, malheureusement, c'est le cas de beaucoup de personnes, si elle n'a pas les moyens, elle se sent
dans un endroit exigu, tu vois, tu te sens mal, t'es en inconfort, tu vois, tu peux pas bouger, t'es bloqué parce que t'as des factures et t'as des responsabilités, ce que Mm. je respecte, hein. Mais il faut savoir aussi que t'as la possibilité d'apprendre, de te former, et puis d'avancer et d'épargner et d'investir. Ouais, c'est ça. D'avoir comme tu dis, d'avoir des choix et des opportunités. Ce n'est C'est que ce que ça. ça t'apporte. Mm. Ouais. Et des fois, se battre pour ça, le fait de vouloir être heureux, parce que la question de l'argent en France, elle est extrêmement taboue. Tu sais que les gens ont plus de facilité à parler de sujets intimes ou personnels plus facilement que d'argent. Mm. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas du tout en parler. C'est une no way, quoi. On parle pas de ça. Et bah parce que on touche à quelque chose chez eux qui est de l'ordre de l'intime. L'argent, Mm. c'est soit les gens ils ont honte de gagner autant. Voilà, Ils, c'est ce que j'allais dire. Je pense que c'est plus, enfin, comme tu dis, intime, mais c'est aussi ça, c'est ce que les autres perçoivent de nous et d'avoir honte d'en gagner autant ou de ne pas en avoir assez. bah en réalité, je vais juste te raconter une anecdote. Vas-y. Dans le cadre de mon travail, je suis des alternants, c'est-à-dire que je Mhm. me déplace en entreprise pour voir comment les alternants travaillent dans l'entreprise dans laquelle ils sont. Et avec ça, je rencontre des responsables, des managers en entreprise dans ce contexte-là. Et une fois, je rencontre une personne, un individu, bien sûr, je ne vais pas citer son nom ni l'entreprise, euh, et il me raconte son histoire. Il me dit, voilà, j'ai créé un cabinet de conseil et, euh, euh, et voilà, je travaille, j'ai créé un... moi, je suis OK avec les gens qui travaillent, j'ai pas de souci. Au contraire, je pense que la valeur travail, elle doit revenir au centre du débat en France, quoi. On doit Mm. être à l'aise avec le travail. Et il me dit tout ça, et il m'explique tout ce qu'il fait, tout l'argent qu'il génère. Et en fait, peut-être, je pense qu'il supposait pas que moi j'étais les gens peuvent pas deviner que moi je suis tout à fait à l'aise avec le sujet de l'argent. C'est-à-dire quelqu'un qui vient me voir qui me dit je gagne 500 000, j'ai ni jalousie, ni envie. Au contraire, je lui dis bah c'est super, c'est génial, continue, essaye de Mm. viser le million, tu vois. Aide-nous à y croire tous. Parce que si toi tu fais un million, c'est-à-dire que moi aussi je pourrais le faire. C'est ça mon état d'esprit, si tu veux. Ouais, ouais. Et il m'explique tout son parcours, cette personne. Et à la fin, il me dit, tu sais quoi? Il me dit qu'il a fait plein d'argent et tout. Moi, je réagis pas, j'écoute son histoire. Il me dit, mais vous savez pourquoi je fais tout ça? Et moi, je dis, bah non, dites-moi. On était dans la salle de réunion, il y avait plein de personnes autour de nous, comme une sorte de conseil d'administration. Je dis, bah dites-moi pourquoi vous faites ça. Il me dit, parce que ma fille est malade, est gravement malade, et donc je fais tout ça et j'avais envie de lui dire, et je lui ai pas dit, bien sûr, hein, j'avais envie de lui dire, bon, ce que tu dis, c'est louable, je respecte ça infiniment, mais j'ai l'impression que c'était comme une sorte, c'est pas ce qu'il m'a dit était faux. Je pense que c'était vrai, mais c'était comme une manière de cacher un petit peu, on n'en veut pas avouer Ouais. qu'on aime l'argent, en fait, hein. On a Mm. du mal avec ça, tu vois. C'est comme une manière de dire, bah, moi, je fais ça, c'est associatif, en fait. Ouais. Je fais pas ça pour l'argent. Alors que moi, j'aurais préféré que quelqu'un me dise, en fait, je fais ça vraiment pour l'argent et parce que j'adore ça. Ça me permet d'avoir des voitures de luxe, d'avoir une grande maison et de vivre. On n'est pas à l'aise avec l'argent. On dirait qu'on a honte de dire qu'on aime ça. C'est Mm. presque tabou, quoi. Moi, j'ai pas de souci avec ça. J'avais envie de lui dire, mais je l'ai pas dit, hein. Bah, dis-moi que t'aimes l'argent, c'est pas grave, c'est ok. Moi-même, ça m'aide, quoi. Donc c'était mon sentiment, quoi. On a du mal à dire qu'on aime ça. Ouais. C'est comme si on disait, on avouait un péché Bah, comme tu dis, originel, c'est quoi. tabou en France. Ah, Mm. c'est très tabou. C'est très tabou et les gens sont pas à l'aise avec ce sujet. C'est incroyable. Mm. Tu vois, j'aurais préféré qu'ils me disent, bah ouais, voilà, je fais de l'argent et voilà, moi j'aime en gagner. Pour moi, c'est un Enfin, après, indicateur de ça, puis ça peut être louable aussi de se dire j'en gagne parce que ben, ça, je sais que je peux mettre toute ma famille en sécurité et par voilà, exemple, c'est aussi. par exemple. Alors Mais c'est. je pense que vu son milieu, vu d'où cette personne venait, vu son milieu, vu son origine sociale, il avait pas besoin de mettre sa famille à l'aise. Ils étaient déjà Mm. à l'aise, tu vois. Ouais, en fait, on essaie toujours de trouver une espèce d'entourloupe Mm. pour même si quelqu'un gagne de l'argent, je dis, attends, non, non, attendez, moi, je fais pas ça pour l'argent, attention, moi, c'est pour aider, hein. C'est pas pour moi. Moi, je prends vraiment le minimum et puis le reste, c'est pour les autres. Ouais. On n'est pas à l'aise avec ça. C'est incroyable. Et peut-être que les gens comment dirais-je, sont plus à l'aise dans des cercles plus privés, où il y a moins de gens, on est plus, là, on voit le vrai, mais en vérité, tout le monde a besoin d'argent. En réalité, il faut arrêter
il faut briser ce Mm. complexe, ce tabou. On a tous besoin d'argent. C'est une partie de ce qui nous fait nous réveiller le matin tôt et d'aller au charbon. Et il faut qu'on soit à l'aise avec ce sujet. C'est bon. Le coup de gueule de la soirée. Arrêtez avec le sujet tabou de l'argent. Stop. Ouais. Non, mais moi, je pense que si les gens en parlaient de manière plus franche, après, je pense que pour les gens qui en ont pas, c'est gênant. Mm. Je peux comprendre aussi. Pour les gens qui en ont pas, ça peut mettre mal à l'aise parce qu'on se dit, qu'est-ce que les autres ont de plus que moi? Pourquoi je suis pas assez bon, je suis pas assez fort. Donc ça peut mettre des gens dans l'inconfort. Ça, je le comprends. Mais tu peux te former, tu peux apprendre, tu peux lire, tu peux monter en compétences. Personne t'empêche. On est dans un pays libre, en France. Je pense en Europe. Donc vas-y, va de l'avant. Mm. Ok. Bah alors, du coup, puisque tu as répondu à ma question riche et heureux, on Non, arrive, j'ai anticipé. c'est bien, on arrive vers la fin de l'échange. Est-ce que il y a un sujet auquel on n'a pas abordé et que tu aimerais qu'on discute, ou alors un message que tu aimerais faire passer? Alors, un sujet, bon, on en a parlé un petit peu, mais j'ai pas délivré ce message-là. Hmm. C'est que si vous souhaitez gagner de l'argent, bah, comme je le disais à l'instant, je reprends un peu mes propos, soyez à l'aise avec ça. Il n'y a pas de honte à gagner de l'argent. Vous allez en gagner et soyez à l'aise avec ça. Si vous estimez, il faut pas que ça vous mette en inconfort. C'est-à-dire ce qui est intéressant dans l'argent, c'est pas combien vous allez en gagner. Déjà, c'est combien vous allez en garder. Hmm. Déjà, premièrement. Et ensuite, sur ce que vous allez garder, c'est qu'est-ce que vous allez en faire. C'est ça qui est vraiment intéressant. Ensuite, il y a un sujet qui me paraît important. C'est est-ce que l'entrepreneuriat, on n'en a pas parlé de ce sujet-là, mais je l'aborde quand même rapidement ici. Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un facteur de richesse ou est-ce qu'il vaut mieux rester salarié? C'est un vrai dilemme pour certaines personnes parce qu'on parlait tout à l'heure des choix et de ce qu'il fallait faire. Et ben, moi, je dirais, oui et non. C'est-à-dire que si on est sûr que notre idée, elle va fonctionner, il faut se lancer, il faut se donner la chance, parce qu'après, on a des regrets. On se dit, ah ouais, j'aurais dû le faire. Donc, pour éviter de vivre une vie pleine de regrets, c'est essayer de le faire, essayer de le faire bien, sans vous mettre trop en insécurité non plus, c'est pas ça Hmm. l'idée, et de vous lancer. Et moi, j'ai envie de dire une chose aux gens, c'est que quand on regarde le top 10 des gens les plus riches au monde, ou le top 100 ou le top 1000 des gens les plus riches au monde, bah, bizarrement, ce sont tous des entrepreneurs. Donc, peut-être que la Ouais. réponse, elle est là. C'est-à-dire que c'est un accélérateur de création de richesse. Quand tu Hmm. crées une entreprise, au lieu de rester confiné à ton petit bureau et à tes tâches quotidiennes, c'est comme si tu lançais un grand filet de pêche. Tu vas pêcher dans des étangs ou dans des rivières ou dans des océans qui sont beaucoup plus vastes que les limites du salariat. Après, pour compléter, je pense qu'il faut aussi se poser la question de qu'est-ce qui nous correspond, parce que pas tout le monde peut être entrepreneur. Des personnes préfèrent rester salariées, et il y a aussi des solutions si on veut rester salarié pour quand même développer son patrimoine et atteindre un peu la liberté dont on parle depuis le début. Oui. Et je me dis aussi qu'effectivement, les personnes millionnaires sont des entrepreneurs, mais ils ont des salariés. Et ces salariés sont des fois aussi très bien payés et millionnaires aussi. Oui, oui, c'est vrai. Alors, après, on peut rester salarié et faire son projet à côté. On appelle ça un side Oui, bien business. sûr. Mhm. Et tu peux développer ton side business jusqu'à ce qu'il devienne suffisamment important. Et quand il devient important, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, bah, tu arbitres, tu fais un arbitrage, on parlait de Mhm. ça dans l'immobilier. Quand ce que tu gagnes à côté est plus important que ton salaire, c'est que bon, il est temps de quitter ton job. Je pense, sauf si vraiment t'adores trop. T'aimes trop ta sécurité et que tu veux garder tes avantages sociaux et tout. Ce que je peux comprendre et ce que je peux respecter tout à fait. Mais je pense que on n'essaie pas assez. On pousse pas Ouais. assez. On est trop dans une position où on veut garder notre zone de confort. On est bien au chaud sous la couette, Mm. avec notre plaid, avec notre thé. Et donc, il faut qu'on aille aussi vers cette zone de génie
qui est la nôtre. Qu'est-ce que c'est la zone de génie? C'est là où tu réalises ta vocation, ce pourquoi tu es vraiment fait. Après, il y a des gens, ils sont faits pour être Mm. salariés, et je respecte ça infiniment. Il faut des salariés. Et Moi-même, comme demain, je vais tu créer. dis, Oui, non, j'allais dire, et comme tu dis, pour savoir vraiment ça, il faut tester, et il faut oser, il faut oui, il faut sortir de sa tester. zone de confort, et puis bon, ben, ça Exactement. marche pas finalement. C'est pas grave. Parce que en Voilà. faisant le test, Mm. le test, en fait, il va être super révélateur de beaucoup de choses que tu n'aurais pas vues avant. Mm. Tu vois? Le fait de tester et de dire, ah, bon, là, ça n'a pas marché sur le côté, on va dire un exemple, ça n'a pas marché sur le côté commercial, bah, ça veut dire que la prochaine fois, tu vas retester, mais qu'avant ça, tu vas devoir muscler ton côté commercial. Donc, tu vas devenir un meilleur vendeur, ou bien tu vas déléguer ça à quelqu'un qui est bien meilleur vendeur que toi. Mm. C'est pas quelque chose que tu vas faire toi. Donc, la deuxième fois que tu vas refaire, tu le referas beaucoup mieux parce que toutes les erreurs que tu as faites la première, en principe, si t'es logique et C'est si t'es ça. raisonnable, tu les referas pas. Mm. Oui, Donc, tu c'est comme ça. repars jamais de zéro. On repart jamais de zéro. C'est pour ça que un entrepreneur, c'est quelqu'un qui peut gagner qu'en maturité. Mm. Et c'est pour ça Ok. que les entrepreneurs qui réussissent, ils ont un certain âge. Enfin, j'ai jamais vu un entrepreneur réussir à l'âge de 11 ans, quoi, par exemple. Tu vois? Ça demande Je suis de, sûre, il y en a un, mais bon, c'est rare. ouais, ça doit exister un, mais un sur combien Voilà, aussi? Tu c'est vois? ça. Un sur combien? Mm. Quand on fait le ratio, donc. Mais ouais, ça doit exister, mais c'est-à-dire que ça demande, une certaine pratique, un Bien certain sûr. nombre de tentatives, Ouais. fructueuses ou infructueuses, Mm. et les deux sont bien. Ouais. Donc ça, c'est ça qui fait le succès futur. Mm. Les, euh, les échecs, Oui, 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 oui. Parce qu'en fait, un échec, c'est quoi? C'est pas un échec. C'est juste c'est que ça. tu dois retenter, Mm. mais en tenant compte des feedbacks qu'on t'a fait. C'est ça. Voilà. Ok, ben merci, merci beaucoup Merci pour, euh, infiniment. pour cet échange. Et Merci puis, beaucoup. ben, peut-être à l'occasion d'échanger à nouveau sur un autre Avec sujet. grand plaisir, avec grand plaisir. Franchement, oui, on pourra échanger à nouveau. J'ai hâte de revenir dans le podcast Riche et Heureux. Merci beaucoup. Merci infiniment. Allez, bye. Bye. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci infiniment d'avoir pris le temps de l'écouter. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Et si vous avez apprécié ce que vous avez entendu, partagez-le avec votre entourage. Et n'oubliez pas que vos retours sont précieux. Alors n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée ou un commentaire sous le post Instagram de l'épisode sur le compte Riche et Heureux. Vous pouvez également me rejoindre sur mon compte Instagram personnel Green Ice Universe. Et souvenez-vous, c'est en avançant ensemble qu'on se construira la vie que l'on mérite, pleine de richesse et de bonheur. Merci encore pour votre écoute et votre soutien et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!